Nous allons vous présenter à un ami et un membre du conseil, euh, Dr. Anil Kapoor, s'il pourrait se joindre à nous. Et nous avons un autre sujet chaud, Dr. Kapoor, dont vous allez parler, le futur des thérapies d'adjuvance. Cela semble être dans les actualités et dans le monde du cancer. Alors, on envisage vraiment entendre votre présentation. Et Dr. Anil Kapoor est le professeur en chirurgie, urologie et oncologie à l'Université McMaster, à l'hôpital Saint-Joseph à Hamilton, Ontario. Dr. Kapoor est aussi le directeur du Centre sur l'innovation et la recherche à l'hôpital Saint-Joseph sur le cancer. Il est le directeur du Centre de cancer génito-urinaire et euh, il est aussi le président du réseau de recherche du cancer du Canada, qui est une section avec Cancer du Rein Canada. Nous travaillons ensemble. Alors, je vous souhaiterais la bienvenue et j'envisage avec plaisir votre présentation. Merci, Christina. J'ai vraiment apprécié ces conversations entre patients que nous avons vues. C'était vraiment inspirant et ceci nous motive à travailler plus fort pour battre le cancer du rein. C'est notre but à long terme avec de trouver une cure avec des chirurgies, avec des traitements. Et euh, alors, merci pour ce partage. Ma discussion aujourd'hui sera sur les thérapies par adjuvance. C'est une thérapie que vous obtiendriez après que votre cancer ait été resecté, mais il y a un pourcentage de cancer qui revient et comment est-ce qu'on diminuerait ce risque de retour de cancer? Alors, si je peux faire avancer mes diapositives ici. Alors, voici mes divulgations. Alors, je vais commencer avec une histoire de quoi dans ma pratique. C'est une merveilleuse femme de 61 ans qui est une libraire, qui est une bibliothécaire et elle est une ex-fumeuse. C'était un de ses facteurs de risque. Elle s'est présentée avec la douleur à l'abdomen et a eu un ultrason et éventuellement un CT scan et une masse sur son rein gauche. Et malheureusement, elle s'était déjà répandue à la pleure, au poumon et des métastases non diagnostiquées. Pour expliquer de l'imagerie, lorsque vous êtes oncologue ou urologue et vous pouvez voir ma souris, voici le foie, les intestins et le cœur. Et cette masse est à peu près de la grandeur d'une balle de baseball. C'est englober l'entièreté du rein gauche et pousse sur la rate. Alors, ce patient n'avait pas de maladie métastatique et nous avons été capables de l'enlever en chirurgie, d'enlever cette chirurgie comme on a parlé de ces chirurgies, nous avons enlevé l'entièreté de cette masse. C'était une masse de 15 cm, peut-être pas une balle de baseball, mais et le stade est établi comme PT3. Alors, on en parlera dans quelques instants ce que cela signifie, mais essentiellement, cancer de stade 3, euh, ce serait au troisième stade et le grade était de 3 sur 4. Alors, c'est très important lorsqu'on parle, que vous parlez à votre urologue ou votre oncologue qu'après la chirurgie, c'est de regarder la pathologie de votre rapport du pathologiste et d'obtenir un rapport et de définir les traitements post-op et puis et le grade est de 1 à 4. Le grade 1 à 2 est un cancer de grade plus bas. Nous avons été capables de tout l'enlever. La plupart des patients en ce moment disent c'est tout enlevé. Je suis content avec cela et alors je veux aller à la maison et
à apprécier le reste de ma journée, mais il y a un risque de récidive et le risque de récidive dépend du stade et le grade du cancer. Et dans ce patient, le scan post-op, la question est quel est son risque de récidive dans les prochaines années? Comment est-ce que nous définissons cela comme médecin et comment est-ce qu'on explique cela à nos patients de cette compréhension de ces facteurs de risque? Alors, certaines choses que vous avez vues dans les présentations précédentes, l'incidence de cancer du rein est en augmentation à chaque année. Il y a un besoin non répondu pour les thérapies adjuvantes. Nous allons parler de qu'est-ce qu'il y en est pour des patients qui ont des maladies non métastatiques. Le cancer a été enlevé et il y a un risque de récidive. Et est-ce que l'on peut diminuer ce risque en donnant un médicament? Dans le sondage, 20 à 30 des patients font l'expérience d'une rechute, la plupart du temps entre 1 et 2 ans. Lorsque j'avais ces discussions avec mes patients, je dis à mes patients qu'après 1 an, c'est bon, mais qu'on a encore 50 de récidive après 5 ans. La récidive est que le cancer est revenu et cela se produit malheureusement dépendamment du stade et de la grandeur du cancer. Les patients avec lesquels j'ai essayé, les maladies métastatiques sont plus basses, mais cela change à chaque année, même à chaque mois maintenant. Ils ont beaucoup d'incroyables nouveaux médicaments dont nous allons parler dans les prochaines présentations qui curent jusqu'à 15 de ces nouveaux agents et les taux de contrôle sont très élevés avec ces nouveaux médicaments. Alors, ce sont des nombres historiques. Ce dernier chiffre est un vieux chiffre de 2016, en fait. Alors, notre taux de guérison est plus élevé et notre taux de contrôle est plus élevé aussi lorsqu'il en vient aux maladies métastatiques et lorsqu'on en vient à contrôler ces maladies métastatiques. De retour à notre sujet, la récidive dépend des caractéristiques de la tumeur antérieure. Les tumeurs à grade plus élevé sont à plus haut risque. Nous avons 2 systèmes pour déterminer quel est le risque de récidive pour nous l'expliquer à nous-mêmes et à nos patients. Et il y a quelques tableaux disponibles sur Internet où vous pouvez nous demander de vous aider par courriel pour vous donner ces détails. Un qui s'appelle le SSIGN, qui est le score assigné, dépendamment de la grandeur, de la grade de la tumeur, et vous avez un score dépendamment des caractéristiques pour le risque de récidive. Alors, Team 1 est une petite tumeur de T1B est moins de 7 cm, T2 est au-dessus de 7 cm, T3 est dans les sinus ou dans les veines rénales et de plus avancé est le grade. Le plus élevé est le risque de récidive. On peut regarder le grade de la tumeur aussi, vous donne un risque de récidive et le plus haut étant de 4 sur 4, étant un score de 3. Et ensuite, la nécrose, c'est comment est-ce que le tissu est à l'intérieur de la tumeur et vous avez ces scores pour vous donner votre risque de récidive. Et si on a plus de 6 de ces catégories, le taux de récidive est de 31 dans 5 ans. Mais si vous n'avez aucun de ceux-là, le risque de récidive est beaucoup plus bas, 97 de guérison. Alors, les tumeurs, c'est difficile de donner un taux de 100 dans la médecine, mais nous nous approchons beaucoup de cela pour ces tumeurs de bas grade. Et il y a aussi cette autre échelle, le système de l'Université de Californie à Los Angeles, c'est le système que j'utilise dans ma pratique et plusieurs l'utilisent outils. Et ceci va à des maladies localisées. Si c'est un stade 1, votre taux de recouvrement est très élevé. Et si c'est une tumeur à haut grade et un stade très élevé,
survie est à 50%. Nous essayons d'éduquer notre communauté d'urologues de donner davantage de clarté à nos patients par rapport au risque de récidive. Je m'excuse, ces diapositives s'avancent par eux-mêmes. Sur les patients au risque, nous avons j'aide jusqu'à 50% et peut-être on peut donner des thérapies par UJAVAN pour empêcher ce risque de récidive et d'augmenter la survie à 5 ans à plus de 50%. Ça, c'est une diapositive importante à propos du temps de récidive. Habituellement, dans les 3 premières années, on peut voir qu'après 3 ans, il se produit un plateau et le risque de récidive sera moindre et ça va revenir dans les premières années et c'est vraiment le temps optimal pour donner de la thérapie par adjuvant. Ceci est un autre profil de patient. C'est un homme de 57 ans, très actif, fait diabète, hypertension, mais n'a jamais eu de facteurs de risque tels que le fumage ou à son travail. Cela dit simplement que ces mauvaises choses arrivent, et même si quelqu'un fait tout correctement. Et c'était une grande tumeur de 12 cm, une néphrectomie radicale. Alors, l'établissement du stade, si on regarde les notes de la grande densité T3, N0, M0, et le T3 est essentiellement la grande 3 qui est pour ce que je vous ai montré dans la diapositive antérieure, c'est un patient haut risque et 50% du risque de ce cancer de revenir dans les 5 prochaines années. Alors, plusieurs patients ont demandé qu'est-ce que je peux faire, docteur? Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ce cancer de revenir? Alors, maintenant, nous n'avons pas de thérapie par adjuvant approuvée, mais les nouveaux médicaments dont je vais parler dans les prochaines diapositives, ce que vous voulez idéalement, c'est un médicament qui est actif sur les cancers microscopiques, qui n'est pas toxique, qui est non dispendieux et qui est utile pour les patients au risque pour des récidives. Si c'est un médicament qui est très toxique ou qui ne fonctionnerait pas si bien, c'est idéalement ce que l'on recherche pour un médicament qui rendrait des effets secondaires pour une qualité de vie difficile. Voici quelques-unes des études que les patients au Canada ont participé. Merci à tous les patients de Cancer Canada qui ont participé dans ces essais cliniques. Mais j'ai eu plusieurs patients dans le pays qui ont participé dans les essais d'Ariser, les essais d'Assure, les essais de S-Track et les essais de Protect, tous au Canada. Et pour les patients qui ont participé dans ces essais, merci d'avoir participé. Ceci nous donne de l'information pour aider des futurs patients et des thérapies futures. Et je vais parler de certains des résultats de ces essais parce que vous avez participé dans ces essais. Et vous devriez savoir qu'est-ce qui s'est advenu, quel est advenu de ceci. Voici un autre essai au Canada. Girentuximab est un anticorps publié en 2016. Et ce que ceci a démontré, c'est que ces patients qui ont pris le placebo versus l'infusion par intraveineuse n'ont pas eu de meilleur taux de survie à la maladie ou une meilleure survie comparée au placebo. Alors, ce médicament ne sera pas approuvé comme thérapie adjuvant pour le cancer du rein parce que ceci n'a pas aidé les patients à vivre plus longtemps ou empêcher les cancers de revenir comparé au groupe de placebo. Mais ceci nous donne des informations pour de futurs essais. Alors, ceci est un essai majeur, un essai de Assure qui a été mené par Laurie Wood et Michael Curie. Et nous avions des sites en Ontario et au Canada et en Colombie-Britannique et à Halifax pour cet essai. Plusieurs sites ont participé du Canada où nous avons eu un recruteur internationalement comme pays. Ceci est ils ont eu des cancers à plus haut risque enlevés et le groupe à droite était le unité versus le Sonnebar était un placebo et ceci était un grand essai et malheureusement n'a pas eu
d'amélioration pour la survie sans maladie. La survie sans maladie signifie que le cancer n'est pas revenu essentiellement et ce temps de sans maladie après la chirurgie. Alors, en moyenne, c'était 5,81, 6,1 et 6,61 avec le placebo. Alors, n'ont démontré aucune différence dans la survie. Alors, les patients qui ont pris ce médicament n'ont pas fait mieux que les patients qui ont pris des placebos. Alors, le résultat de ceci, c'est que nous avons eu un autre essai avec le STRAC qui montrait les patients à très haut risque en comparant le sunitinib avec le placebo. C'était des patients avec des cancers de haut grade, au risque de T3 randomisés dans ces essais. Et ces patients qui ont reçu le sunitinib ont vécu ont vécu plus longtemps que le groupe placebo d'environ une année. Alors, 6,8 versus 5,6. Et pour clarifier ceci plus avant, c'est ceux qui ont pris le sunitinib, le cancer a été retardé d'environ un an comparativement au placebo. Le désavantage de cette étude était qu'il n'y avait pas d'amélioration de la survie globale et c'était une courbe démontrant que les patients qui avaient pris le sunitinib avaient 5,6 versus le placebo 5,6. Alors, retarder l'apparition du cancer pour un an, mais la survie générale au cancer était la même. Le troisième essai qu'on a participé, c'était l'essai de Protect qui était le zopinib. Le zopinib était comme le sunitinib et ça, c'est les patients qui sont randomisés et c'est un essai négatif excepté pour des patients au risque. Ces patients qui étaient plus haut risque pour la récidive, ils avaient aussi un avantage de prosopinib versus le placebo en retardant l'apparition de T3 ou de tumeurs de grade T2. Alors, dans aucun de ces médicaments n'ont été approuvés au Canada pour des thérapies adjuvantes par le manque de survie en général. Ce que ceci veut dire, c'est que même si nous avons retardé les réapparitions du cancer d'environ un an, les patients dans les deux groupes ont vécu la même longueur de vie. Alors, ceci ne ferait pas de sens de donner des accréditations à ces médicaments parce qu'ils n'ont pas vécu plus longtemps par rapport à le groupe placebo. Alors, c'est une révision de ce que beaucoup de patients au Canada ont participé. C'est la partie excitante ici. Les thérapies d'adjuvants par une immunothérapie, nous avions des adjuvants qui étaient pembrolizumab, atezolizumab et nivolumab et les adjuvants linoloumab et ipilimumab. Alors, ce sont des essais randomisés à un standard de soins avec un placebo versus des médicaments. Ces médicaments sont pour des maladies métastatiques, mais nous voulions savoir s'ils diminuaient le risque de récidive de cancer dans les patients non métastatiques. Et alors, nous avons un de ces essais qui a été publié et plusieurs patients y ont participé. Et pour vous remercier encore pour à mesure que nous lisons les résultats de cette étude. Ceci est le premier de ces quatre essais. Ça s'appelle Pinot 564, qui était pembrolizumab versus le placebo en post-chirurgie comme thérapie par adjuvant pour les patients avec haut taux de récidive. Il a été présenté il y a quelques mois à une conférence majeure. La manière que cet essai a été conçu, c'est que les patients qui ont des chirurgies dans 2 mois de leur chirurgie ont été randomisés au pembrolizumab et à tous les 3 semaines, le placebo à tous les 2 semaines pendant un an. Après un an, le médicament a été cessé et ensuite on a regardé les résultats des taux de survie sans maladie et le temps pour les cancers qui reviennent. Il y avait un avantage pour le pembrolizumab versus le deuxième qui, en prenant le pembrolizumab versus le placebo. Ceci était le DFS et c'est positif. Alors, il y avait beaucoup d'excitation à propos de ceci.
dans la communauté de cancer. 0,68 est excellent, la valeur P est excellente et le pembrolizumab, ah, on peut voir ces nombres. Les chiffres de 12 mois étaient à 85,7% et 68,1%. Alors, le DFS, le taux de survie sans maladie au moment de, était plus élevé chez les patients recevant le pembrolizumab était très excellent pour la communauté de l'oncologie. Lorsque l'on a besoin, c'est même si le cancer ne revient pas et ce qui nous aide à vivre plus longtemps, on a encore des données matures. Ceci sont les données par intérim et nous avons besoin d'avoir une preuve de survivance additionnelle et ceci ne va pas se produire. Ceci pourrait ne pas se produire pendant un certain nombre d'années. C'est pourquoi on demande à Santé Canada et CADIS d'approuver cela au Canada parce que même si on n'a pas de taux de survie global plus élevé et qu'on ne l'est pas pour un certain moment, basé sur les effets positifs que l'on a vus, on aimerait avoir ceci d'approuvé pour les patients au Canada pour qu'on puisse l'offrir aux patients avec des hauts risques de récidive. Alors, nous sentons que les avancées dans la communauté d'oncologie et le taux de survie est le meilleur et de le prendre pour un an a été bénéfique. Alors, DFS donne une évaluation en temps réel. C'est le point où et le DFS a été approuvé dans d'autres types de cancers, cancer du côlon, cancer du sein, des mélanomes et d'autres sites comme et le mélanome spécialement. Et nous espérons que ceci sera approuvé au Canada pour qu'on puisse l'offrir à nos patients. Encore à mesure que je termine, dans les patients à risque, les récurrences à 5 ans est à 60%, c'est assez élevé. Et ce sont des patients à haut risque. Dans à peu près, nous avons besoin d'être capables d'offrir à ces patients au risque pour que nous ayons des taux de cure plus élevés. Les RCC métastatiques est associé avec une morbidité substantielle, mais encore, nous voulons des taux de cure pour des maladies métastatiques et nous travaillons plus fort pour parvenir à cela. Maintenant, il n'y a pas de thérapie approuvée par adjuvant au Canada et nous avons besoin de cela. Nous sommes très passionnés. Nous voulons être capables d'offrir quelque chose aux patients motivés, les patients qui ont vraiment bénéficié de ceci. Dans mon esprit, si quelqu'un a T3, T4, cancer T4, grade 4 à grade 4, leur offrir et pour les aider à diminuer le risque de récidive du cancer. Ceci pourrait être un... J'aimerais qu'on soit approuvé pour nos patients. Dans les événements indésirables, ils peuvent avoir des effets secondaires, bien sûr, et on peut les gérer. C'est une partie de l'échange qu'on doit faire, c'est quels sont les effets secondaires dans ces drogues d'immuno versus les avantages de récidive du cancer. Alors, on a eu un congrès, le docteur Pierre Krakovich, un oncologue à Québec et tous les gens du pays se sont rassemblés pour cet énoncé de consensus sur la recherche sur le cancer en 2018 et la conclusion était que basée sur les médicaments TKI qui sont le sunitinib, mosunetuzumab, on ne devrait pas offrir ces médicaments basés sur le manque du taux de survie. Nous devons mettre à jour comme le pembrolizumab, titulizumab et le revumenib ne seraient pas des options valides et nous devons mettre ceci à jour avec des recommandations à jour. Alors, j'arrêterai là et si vous avez des questions, je serai content d'y répondre.
Si vous avez des questions, vous avez mon adresse courriel ou vous pouvez me suivre sur Twitter. Merci pour votre temps. Merci. Merci beaucoup, Dr. Kapoor. C'était une excellente présentation. Nous avons des questions. Si une reçue par courriel et la question était pourquoi utiliseriez-vous des placebos? Pourquoi est-ce que vous en avez besoin lorsque vous faites ce genre d'essai clinique? Je- on ne saurait pas si ça serait bénéfique ou pas si on n'avait pas de placebo, mais maintenant on ne peut pas la comparer à un médicament actif parce qu'il n'y a pas de médicament actif pour les cancers du rein. On doit toujours séparer les maladies métastatiques où le cancer est déjà présent et répandu versus les adjuvants basés sur les adjuvants qui sont les espaces à haut risque. C'est l'espace où les patients ont eu la chirurgie, ils sont à haut risque de récidive et on n'a pas de thérapie approuvée pour eux au Canada maintenant versus les maladies à bas risque et nous n'avons pas besoin de thérapie par adjuvant. Alors, la seule chose à comparer serait le placebo parce qu'il n'y a pas de thérapie approuvée. Une bonne réponse, merci. J'espère que ceci répond à la question de la personne. Si on prend la thérapie par adjuvant, est-ce que cela vous empêche de recevoir certains traitements plus tard si nécessaire? C'est une question fantastique. Ceci ne le fait pas. Alors, si le cancer devait revenir et vous avez une thérapie par adjuvant, nous avons d'autres médicaments à vous offrir et nous avons le cabozantinib, nous avons le nivolumab, beaucoup d'autres médicaments pour les maladies métastatiques. Ce que vous donnez est toujours en état de recherche. Alors, si vous avez reçu le bétruzimab, vous n'auriez probablement pas cela si vous développez une maladie métastatique, mais une autre maladie, d'autres médicaments TKI, qu'on peut potentiellement vous offrir. Alors, il y a ces autres traitements qu'on peut vous offrir si cela avait à revenir. Merci. Je vois une question d'un patient et je vais l'ajuster un petit peu. Peut-être que peut nous rassurer. Ce patient a P2-1 et ils sont inquiets s'ils devraient recevoir ce genre de thérapie. Est-ce que c'est quelque chose dans un à bas risque ou à stade bas pour... Alors, en ce qui a trait à la récidive du cancer, nous avons des lignes directrices pour cela que l'on peut vous donner par Kidney Cancer Canada, Cancer du rein Canada, et T1 et grade 2-2, votre risque de récidive est très, très bas, moins de 10 Alors, le taux de cure est plus de 90 que ce cancer ne reviendra pas. En fait, il y a de l'évidence qui suggère que vous n'auriez peut-être même pas besoin de suivi parce que pour vous rassurer, vous avez les chiffres et le risque de récidive pour un T1G2 est moins de 10 Alors, je ne vois pas de questions parce que c'est un nouveau sujet. Et Simon, dis-moi si vous avez, si j'ai tort, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de thérapie adjuvante ici au Canada? Non, c'est exact. Il n'y a pas de thérapie adjuvante au Canada, mais il y a justement des thérapies qui s'en viennent. Alors, qu'est-ce qui est important pour les patients? C'est lorsque vous allez avoir la chirurgie pour votre cancer ou si vous êtes diagnostiqué, alors de regarder votre risque de réoccurrence. Alors, par exemple, si vous avez un T1 stage 2, c'est moins de 10 par exemple, vous n'avez pas besoin de vous interpréter, de vous inquiéter, pardon. Mais vous pouvez pas vous préoccuper parce que justement, le risque du cancer qui revienne, c'est de 10 moins de 10 Alors, présentement, on voit dans 2021, on n'a rien à vous offrir présentement, mais c'est juste important de demeurer en forme, manger bien, faire l'exercice et de penser positivement. Ça va avoir une incidence soit pour sa maladie. Et on va être capable de pouvoir une thérapie de médicaments plus tard. Je crois que ces essais vont réussir et on va être capable de vous offrir différents traitements. Alors, excellent. Merci beaucoup de pouvoir, pour ces réponses. Et je sais que c'est difficile de pouvoir prédire l'avenir et qu'il y a plusieurs phases auxquelles les médicaments doivent passer avant d'être autorisés. Mais est-ce qu'il y a des indications de combien de temps ça pourrait prendre, par exemple?
Alors, ça, c'est le Santé Canada, c'est vraiment notre boîte noire. C'est difficile. On espère qu'on va pouvoir, que ça va être l'année prochaine. Et on a fait des recommandations au Santé Canada pour pouvoir lancer ce traitement adjuvant, thérapie adjuvante. Et avec l'appui du Cancer du Rein Canada, entre d'autres parties prenantes. Et on cherche aussi des patients qui vont contribuer justement à la communication parce que c'est très important que le gouvernement comprenne. Alors, ce n'est pas un médicament de moi aussi. Alors, on a différentes options qui existent, mais on n'a rien présentement en matière de traitement adjuvant. Et que lorsque j'ai un patient qui est assis devant moi, qui est atteint d'un cancer d'étage 3 à 4, il y a tellement un haut risque de récurrence, même si le TDM est propre. On veut pouvoir les offrir quelque chose pour que le risque de cancer soit diminué. Alors, on va continuer à plaidoyer, mais présentement, on n'a rien à faire. On a besoin de faire avancer ce dossier. Alors, je crois que justement que vous apportez un bon point, qu'alors des fois au Canada, il y a des patients qui ne sont pas au courant sur différentes étapes qui doivent être entreprises à travers le gouvernement et à travers la recherche pour recevoir l'approbation, l'autorisation d'un médicament pour qu'il se rende disponible aux patients canadiens et canadiennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre présentation, Dr. Kapoor. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée.